Disons qu'il y a un récit, comme on dit aujourd'hui, politique de l'opposition et à travers son qui a su exploiter cet épisode. Épisode qui d'ailleurs soulève quand même beaucoup de questions parce que cette histoire de viol, enfin bon, ça reste quand même un peu nébuleux. Donc ça sentait quand même un petit peu la manipulation politique et l'opposition a su l'exploiter. Voilà. Mais évidemment, ça n'aurait pas pris cette ampleur si ça ne reposait pas sur un fond de crise grave, à la fois politique, économique et je dirais Covid, démographique. Oui, le Covid, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, les espoirs qui avaient été fondés sur le pétrole, la découverte du pétrole, qui devait être exploité à partir de 2020 et qui a été finalement paralysé d'une certaine façon par cette crise, avec finalement des emprunts qui avaient été faits, puisqu'au fond, le Sénégal a dépensé tout de suite un argent qu'il n'avait pas encore. Et aujourd'hui, il se trouve un peu en porte-à-faux avec une dette qui explose. Et voilà. Alors donc, il y a ça, il y a des questions sociales aussi, notamment autour de l'arachide. Vous savez que l'arachide, c'est très sensible. C'est le produit d'exportation numéro 1 du Sénégal. Et il y a toute une polémique, notamment avec les Chinois, qui achètent l'arachide massivement, ce qui a conduit à des licenciements dans les huileries, etc. Enfin, donc crise économique, sociale, sanitaire. Voilà, et démographique. Alors ces images, on les a vues, d'émeutes, elles ont fait le tour du monde. Il y a eu 2 chaînes de télévision d'ailleurs dont le signal a été coupé parce qu'elles diffusent en boucle ces scènes. L'accès aux réseaux sociaux, à WhatsApp, a également été restreint. Amnesty International s'est dit préoccupé. Selon vous, Jean-Christophe Rufin, la démocratie est-elle en péril au Sénégal ? C'est une question que je me suis posée pendant les 3 ans que j'étais en poste là-bas, parce que on a l'impression d'un pays un peu funambule, qui est tout le temps au bord de attention, ça va exploser, etc. C'est pas la première fois, déjà dans le précédent président, Ouad, quand il est parti, ça a été aussi un petit peu compliqué. Et puis finalement, les transitions se font. Les transitions politiques se font. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'hystérisation, de théâtralisation de la crise, mais moi, je continue à penser que le Sénégal est un pays qui a des racines politiques stable, d'abord parce que c'est un pays où il y a une administration, il y a des préfets, il y a des représentants qui sont là, etc. Et puis, il y a dans le peuple sénégalais un attachement profond. La démocratie, c'est pas quelque chose qui a été plaqué après le discours de la Baule de François Mitterrand. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont en eux. C'est profond. Voilà, donc ces crises sont des crises de changement de régime. Avec là, on a l'émergence d'un nouveau leader qui finalement écrase un petit peu tous les précédents, notamment Idrissa Seck, qui était arrivé numéro 2 aux dernières élections présidentielles. Finalement, lui, Sonko a une légitimité populaire beaucoup plus grande. Donc c'est un adversaire solide de Macky Sall, parce qu'on voit bien que l'enjeu politique, ce sont aussi les prochaines présidentielles. Oui. Macky Sall, on ne sait pas encore très bien s'il va se présenter ou pas, mais c'est l'enjeu aujourd'hui. Là, il s'est installé, si vous voulez, comme le recours. C'est-à-dire qu'il y a Macky Sall d'un côté, avec ce problème du 3e mandat qui n'est pas défini, mais dont on voit bien qu'il est quand même très difficile. Il va être très difficile à faire passer, cette affaire de 3e mandat. D'ailleurs, Macky Sall est le premier à en être conscient, parce qu'il ne veut pas que ses partisans en parlent. Enfin, tout ça est un peu sous le boisseau. Et puis, de l'autre côté, vous avez une figure émergente. Parce qu'avant, c'était plutôt un entre-soi. Si vous voulez, il y avait Macky Sall, Idrissa Seck, toujours un peu les mêmes, Abdoulaye Wade. Et là, tout à coup, on rebat les cartes, quelqu'un apparaît et il prend, grâce à ces émeutes, ou malgré ces émeutes, en dépit de tout ça, il prend une légitimité politique majeure. C'est-à-dire que c'est une figure populaire qui est défendue par la rue et qui se dresse en face du président actuel. Simplement, si vous voulez, les choses ne sont pas allées en phase. C'est-à-dire qu'on a d'abord dépensé l'argent. Le Sénégal s'est endetté pour ce plan qui était nécessaire, qui est vraiment, je veux dire, incontestable dans sa finalité, si vous voulez. Parce qu'il y a un très fort besoin de développement des infrastructures. C'est un pays, si vous voulez, qui n'avait pas de ressources minières pratiquement et qui n'avait pas de ressources pétrolières jusqu'à une période récente. On a trouvé des gisements offshore. Donc c'est un pays qui était essentiellement agraire, des ressources agricoles. En plus, pendant la période coloniale, il avait été spécialisé, c'est-à-dire qu'on l'avait spécialisé sur l'arachide, sur les cacahuètes, et en échange, en quelque sorte, la France apportait du tonquin, du riz brisé, d'ailleurs, c'était du riz dont personne ne voulait là-bas et qui a été apporté au Sénégal. Alors, ce pacte colonial, évidemment, il a été rompu en 1960, au moment de l'indépendance, et là, le Sénégal s'est mis non seulement
à être mono-spécialisé sur une culture d'exportation, mais à devoir importer tout son riz, en particulier de Thaïlande, même s'il y a des cultures dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, c'est un pays qui a une économie fragile, si vous voulez. Et donc, lorsqu'il s'endette fortement, il le fait sur un espoir, qui est que le pétrole va pouvoir payer ça. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'euphorie liée à la découverte de ces gisements. Mais on sait que ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour un pays d'avoir du pétrole, parce que ça augmente la corruption, ça augmente justement sa tendance à dépenser, à s'endetter.